Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines du week-end, le basket, le hand, le volley et bien d'autres encore. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Ça va? Ça va tranquillement. Avec un espèce de parfum de carnaval qui devient de plus en plus prégnant. On risque de vous voir dans les rues alors. Je n'ai rien à déclarer. Et puis sur le plateau, comme d'habitude, des invités, un garçon que j'ai toujours rêvé d'inviter sur mon plateau et qui n'avait jamais le temps, mais cette fois il est là. Bonsoir Jean-Luc Bélance. Bonsoir Clément, bonsoir à toutes et à tous. Et puis merci de l'invitation, quoi. C'est important, quoi. Merci que je sois avec vous ce soir. Okay. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis à votre côté, un habitué, j'ai même l'impression que je vais faire l'émission à ma place. C'est l'enfant de la maison, René Méril, le président du CETOSMA. Bonsoir René. Bonsoir Clément et bonsoir aux auditrices et auditeurs de Zouk TV. Permettez-moi de remercier Grégory pour préparer cette émission pour nous. Et puis on va commencer par le football. C'était la Coupe de Martinique avec les 6e de finale qui s'est joué, qui se sont joués. Vendredi et samedi. Oui, alors le 16 Bédimois recevait les 16 Vauquinois. Le 16 Vauquinois s'imposait 1-0. L'assaut a défait donc l'association sportive et culturelle de Dorset-Fourniol 6-1. Le Silver Star a sorti l'éveil des 3 îles de 4-3. Donc l'US Riveraine a dominé l'US Robert 2-1 et là brusquement on sent un grand sourire chez l'ami Clément. Normal. Le club franciscain est allé s'imposer dans le derby du centre-sud contre le Stade Spiritain, donc 2-1. Donc victoire également du Golden Lion contre le club Médéen 2-1. Donc le RC Saint-Joseph a largement dominé les scores 6-0. Le club colonial a sorti l'AS Mendez 3-0. Donc victoire de la Salle-Maritaine à l'intérieur de Sainte-Anne, donc 2-1. Donc victoire du Golden Star contre l'Olympique 1-0. De la JS Eucalyptus contre l'Éclair de Rivière-Salée 1-0 également. Donc le CO Trenel a sorti donc les Forts du Mont-Nevers 4-3. L'US Diamantinoise est allé s'imposer sur le terrain du Real de Terratane 4-1. Une large victoire de l'Aiglon sur le terrain de l'US Marine-Noire 7-0. Donc l'émulation a largement dominé le réveil sportif 4-0. Et enfin, donc le New Cup de Petit-Bourg est allé s'imposer sur le terrain de la femme, donc 3-1. Comme quoi, il y a aussi des clubs de futsal maintenant qui jouent la Coupe de France. La Coupe de Martinique, autant pour moi. Jean-Luc Bélance, c'est 16e de finale. Oui. Quelle analyse vous en faites? On peut dire que dans 90% des cas, la logique a été respectée. Mais la seule petite surprise, c'est l'éveil des 3 îles qui a été éliminé, qui en R2 a été éliminé par un club de R3, le Sylvester de la Joux-Babouillon. Donc c'est bien quand même pour le Grand Nord-Atlantique. C'est bien d'avoir quand même une équipe au prochain tour, le petit Pousset. Et puis l'effort qui a failli connaître cette chance. L'effort du Mont-Nevers a mené 3-0 contre le CO Trenel. A mené 3-0 face au CO Trenel et finalement s'est incliné 4-3. Mais sinon, c'est la logique. Le François qui a peiné certes, mais qui a assuré l'essentiel en obtenant sa qualification pour le tour suivant. Et voilà, le Golden Lion qui a battu le club Pélin également difficilement, mais là encore, c'est logique. Donc il n'y a pas eu de véritable surprise, hormis, je le dis bien, au Sylvester, le Sylvester qui a réalisé comme la belle opération. On va pas vous avez une question à poser à... Non, je disais donc en fait la victoire de l'US Riveraine est dans la logique également. C'est logique, expliqué, mais logique. Les Roubertiens qui ont fait trembler quand même les Riverains, mais au final de compte, ce sont les joueurs de Grand-Rivière qui se sont imposés. Puis le Robert sportif, excusez-moi, qui s'est éliminé contre l'émulation. L'émulation qui tourne bien et qui avait battu déjà le réveil avec un gros écart en championnat, donc il n'a fait que confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Je parle de l'émulation qui joue comme les premières places, les premiers rôles en R2 de groupe B et qui
qui fera tout pour essayer de retrouver l'élite du football martiniquais. Mais il faudra compter aussi avec les autres formations, telles que l'US Robert, l'Espondizes et compagnie. Alors, moi, je viens de dire concernant l'émulation, une équipe qui est très très jeune. Tout à fait. Donc, l'émulation grand club formateur, mais qui se fait régulièrement piller par les grands clubs de la place. Et parmi les joueurs qui jouent à l'émulation, il y a certains de mes anciens élèves que j'aurai le temps de voir et puis de féliciter. Eh bien, ils ont la chance aussi d'avoir comme entraîneur M. Patrice Bionner, qui a été comme un des grands attaquants du football martiniquais. On ne va pas demander au président son avis sur le football. On sait qu'il est très occupé pour une grande manifestation qui doit arriver bientôt au président. Alors, comment ça s'annonce? C'est la nuit des champions. C'est ce que tu dis, Clément. Donc, nous sommes en plein dans le boulot, au four et au moulin. Donc, cette grande nuit des champions qui s'annonce donc le 2 février, donc vendredi, donc à moins d'une semaine. Ah, c'est vendredi soir. C'est ce vendredi soir. Ce vendredi soir au Grand Carabé à partir de 18h. Alors, quels étaient les critères pour nommer ces champions? Nous avons donc en fait demandé à chaque ligue de fournir le champion de la saison sportive, donc du 1er septembre au 30 août, donc la saison sportive classique. Donc en demandant de nommer ceux qui étaient sur le podium d'un championnat Martinique, Antilles-Guyane, championnat de France ou plus, championnat d'Europe ou championnat du monde. Voilà. Les critères étant d'être sur le podium d'un championnat officiel. Tous les sports ont été représentés? Quasiment tous les sports ont été représentés. Malheureusement, nous avons quelques ligues qui n'ont pas eu le temps, qui ont été débordées pour x, y, z raisons, qui n'ont pas pu donner à temps leurs résultats. Mais bon, après... Alors, cette cérémonie va se dérouler où? Elle va se dérouler au Grand Carabé, comme l'an dernier. Donc là, on attend une salle comble. Donc, on a plus d'une quarantaine de sports qui seront présents. Et voilà, donc ce sera la grande fête du sport. Oui. Donc, président, vous avez parlé que les différentes ligues vous ont donné le nominé, mais comment se fera la sélection finale pour savoir qui sera le champion? Comment ça se fera? Alors, il y a un jury composé à la fois de la presse sportive, de membres du conseil d'administration du CEDOSMA et puis de quelques personnalités. Donc, cette année, nous aurons l'honneur d'avoir comme juré le maire de Fort-de-France. Donc, avec une première étape le vendredi, donc la veille, où on va élire les champions de chaque catégorie, puisque nous avons une quinzaine de catégories, moins de 16 ans, moins de 17 ans, plus de 17 ans par équipe, etc. Donc, les votes seront scellés, gardés au secret, et le vendredi, le jour de la cérémonie, donc le jury se réunit à nouveau pour pouvoir faire le dépouillement de ce premier vote qui va déterminer les champions de chaque catégorie. Et ensuite, sur ces champions, on va déterminer le champion des champions. Voilà. Donc, finalement, une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur, puisqu'elle se fait non plus dans un hall d'hôtel, mais au Grand Carabé. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut rappeler à quelle date Donc, le 2 février. Donc, ce vendredi, donc, à partir de 18h. Donc, j'insiste en étant à l'heure, parce que c'est une manifestation de plus de 2 heures quand même. Donc, il est important d'être à l'heure. Et là, on a voulu vraiment mettre les petits plats dans les grands. L'objectif étant destination Paris 2024. Donc, on est dans l'année des Jeux. Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que monsieur, tout le monde pourra accéder au Grand Carabé comme spectateur? Non. C'est sur invitation, sinon il aurait fallu 2 Grands Carabés. Non, c'est sur invitation et chaque ligue, donc nous aurons donc les représentants de chaque ligue, bien sûr, les différents nommés, aussi bien tous ceux qui ont été nommés par leur ligue, comme ça c'est vraiment pour les mettre en avant. Ceux qui seront également désignés champions de leur catégorie, voilà, vraiment tout le monde.
Donc l'objectif étant de réunir avec un plateau d'artistes pour également permettre aux uns et aux autres de passer un bon moment. On y revient, le président, reste avec nous. On va du côté du hand. C'était la 14e journée. Et chez les filles, les résultats ont été... On va d'abord voir les images concernant Gondo, l'étoile de Gondo contre l'USC Citron. Ça se passait au Lamentin. Au palais des sports du Lamentin. Pas présent. On n'est pas présent. Et puis, pour faire un match, il faut avoir de bons arbitres. Le sort du match était déjà scellé dès le départ. Le sort du match était déjà décidé dès le départ, même avant le match. Vous avez bien vu qu'on a démoli nos deux ailiers d'entrée de jeu et il n'y a pas eu de pénalty, il n'y a pas eu de sanction, rien eu, quoi. Et donc, pour moi, je dis que le sort du match était déjà scellé. Maintenant, Gondo gagne le match. Nous n'avons pas joué. Nous avons perdu le match nous-mêmes. Et je leur donne rendez-vous à la poule des As. Comme c'est très bien défendu, prendre 3 buts en première mi-temps et 8 en deuxième. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, on a quand même pêché énormément dans le duel tireur-gardien où on aurait pu quand même en mettre beaucoup plus. En tout cas, match très intéressant et personnellement hyper satisfait de la performance des joueurs. Vous nous donnez les autres résultats, une interview, on revient avec. Alors, donc, on va commencer avec les dames. Oui. Alors, donc, chez les dames, donc, l'entente Mondezès gauloise a battu l'ASC Ducos 26-16. Donc, l'étoile de Gondo a battu l'entente Citron-Tivoli. A été battu, par l'entente Citron-Tivoli. Mais ça, c'était chez les dames, c'était pas chez les messieurs. Donc, 28-20. Donc, le TS franciscain a battu l'Aiglon 23-18. L'Arsenal s'est imposé sur le terrain du Giredoute 24-21. Le Sporting Club La Mantinois s'est imposé sur le terrain du Club Sport 18-14. Et très large victoire du Réveil Sportif contre le Handball Club Pilotin 53-3. Donc, ce qui donne au classement en tête donc, le Réveil Sportif avec 44 points, devant l'entente Mondezès gauloise 44 points. L'Arsenal est troisième avec 39 points. Quatrième, le Sporting Club La Mantinois avec 32 points en compagnie de l'entente Citron-Tivoli. Et aux 3 dernières places, nous avons l'Étoile de Gondo avec 19 points, l'Aiglon avec 18 points et le Handball Club Pilotin avec 12 points. Jean-Luc Benos, un commentaire sur cette journée? Bon, on peut retenir la victoire quand même assez étriquée de l'Arsenal qui bat comme le joueur de 3 buts. Mais il faut dire qu'il manquait des joueuses comme Enoa Blizès, comme Nausicaa Aline du côté de l'Arsenal du Goubert.
et aussi la large victoire du Réveil Sportif contre une équipe pilotine, HBC, qui s'est déplacée avec seulement 6 joueuses. Donc le Réveil complet, donc c'est 53-3, hein, le score en dit long, quand même 50 buts d'écart, quand même c'est pratiquement un record, c'est énorme. Et puis il faut l'avouer, hein, il y a 2 championnats dans ce championnat. Il y a 3 équipes qui dominent, le Réveil, Entente Maigre et Arsenal, là, les 3 formations. Et les autres découvrent un autre championnat pratiquement, quoi. Il y a quand même le club sport qui, à mon avis... Non, qui connaît des résultats quand même dans le SI. Dans le SI, il n'y a pas... Pour les 6 premières places, c'est vrai qu'Entente Citron-Tivoli a des chances. Il y a aussi la SC du Corse, c'est qu'il y a encore des chances. Mais je voulais vous dire que le niveau n'est pas le même entre les 3 équipes de tête et les autres. Donc ça... Pour avoir de beaux matchs, il faut attendre quand même un choc chaque fois, soit Réveil à Arsenal, Réveil en tant que Meg, encore Meg Arsenal. Ouais, c'est ça, dommage pour la discipline, mais nous allons quand même en poulisage voir si les équipes vont pouvoir hausser leur niveau. On va chez les garçons. Chez les garçons, avec un championnat quand même un peu plus équilibré. Donc nous avons vu tout à l'heure à l'écran la victoire de l'Étoile de Gondot contre l'USC Citron 18-11. Une courte victoire de la Gauloise contre l'ASC du Corse 28-27. Large victoire du Club Sport devant le Sporting Club Amantida 35-16. Le Réveil Sportif est allé s'imposer sur le terrain de l'Entente Club Péléen Carbet 31-17. Petite victoire du FR Rochois Carré sur le terrain de l'Espoir de Floréal 31-30, une équipe du FR Rochois qui était l'équipe surprise il y a quelques temps, mais maintenant qui s'installe comme étant une des équipes cadres de championnat. Et le match en fait entre l'Entente Rapide Club Carabin et l'UJ Redoute a été reporté. Donc, ce qui donne au classement, donc en tête l'USC Sirton avec 44 points, devant l'Étoile de Gondot 42 points, le Club Sport 40 points, 4e le Réveil Sportif 36 points, 5e le Foyer Rural de Rochecarré 33 points, 6e l'ASC du Corse 32 points, et enfin les 3 dernières équipes, donc en 10e position l'Entente Club Péléen Carbet avec 21 points, le 11e le Sporting Club Lamantinois avec 20 points, et dernier l'Entente Rapide Club Éveil de Carabin avec 8 points. Merci, monsieur. Président, c'est vrai que vous avez pratiquement tout dit sous la nuit des champions. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Il y a encore des surprises. C'est-à-dire, il y aura des surprises. Je pense que déjà, nous aurons des prix particuliers, donc qui vont permettre de distinguer des sportifs. Donc, ça va être déjà une surprise. Et puis également, au niveau de l'animation, je dirais, nous aurons des plateaux d'artistes. Ça va être également la surprise du public. C'est pour permettre également d'allier sport et culture et montrer. Et puis des artistes qui correspondent également à notre public de jeunes. C'est vrai que l'année dernière, un artiste, c'était Paille. C'était Paille avec un duo d'animateurs qui ont également mis... donc, qui ont à la fois donc, ce duo d'animateurs qui permettront de rythmer la soirée. Et puis... un duo d'artistes qui vont pouvoir se répondre et qui pourront mettre en place, comme on dit, qui pourront mettre le feu au niveau du corps carbé. Quels sont ces artistes? Non, ça va être la surprise. Non. Est-ce que, Président, vous avez pensé à ces bénévoles qui se donnent cœur et âme pendant toutes les années, plusieurs années? Est-ce que vous avez pensé à mettre en valeur, une fois de plus, un ou des bénévoles? Non, alors pour les bénévoles, on a changé de formule l'an dernier. On fait la soirée des sportifs et là qui nous permet de recevoir l'ensemble des sportifs, ce qui n'était pas possible avant. On ne retenait que le premier de chaque, donc ce qui frustrait quelque part les autres. Tandis que là, on reçoit tout le monde. Et nous aurons une deuxième soirée qui sera la soirée des bénévoles. Sur un autre format. Voilà. Et là, on reçoit à ce moment-là tous les bénévoles. Voilà. Et là, pour une fête différente. Voilà. Non, comme je dis souvent, sans bénévoles, il n'y a pas de sport. Tout à fait. Oui, en tout cas, on est quand même assez touché, assez ému de mettre en valeur ces bénévoles.
tous ces gens qu'on ne voit jamais, mais qui sont essentiels à la pratique sportive en Martinique. Tout à fait. Et on les appelle souvent les petites mains. Il y a les petites mains, tout à fait. Donc, président, vendredi soir, au Grand Carbet, 18h. 18h, soyons à l'heure pour qu'on puisse commencer et avoir une belle soirée. Et tenue correcte exigée, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. tenue correcte exigée, voilà. Tenue de gala. C'est la soirée des sportifs. Notre objectif étant que de chaque année, on puisse bonifier. Donc, elle sera filmée en direct sur les réseaux. Donc, on a également la participation des médias pour pouvoir ensuite avoir un reportage de la soirée. Vraiment, c'est une soirée qui commence à compter, même au niveau de l'Hexagone. Je ne dirai pas plus. C'est vrai que nous serons là, comme d'habitude, pour relayer cette cérémonie dans notre prochain journal des sports. Vous restez avec, sauf si vous avez une question. Non, Vous restez avec nous, on va sur le futsal, avec les résultats et le classement. Ouais. Donc, pas d'image pour cette fois. Il n'y a pas d'image. D'accord, donc pour ce qui est des résultats, donc, le Lac 212 a battu la Femme 3-2. Le Marron Futsal a battu le FC Salin 5-1. Le FC Floréal bat le Cosmos 5-3. Match nul entre Casablanca et l'Éveil de Carabin, 3 buts partout. Et tout à l'heure, nous allons avoir le match entre la Relève la Montinoise et le GIF. Donc ce qui donne au classement le Lac 212 en 7 avec 54 points et un match en retard. La Relève la Montinoise seconde avec 41 points et 2 matchs en retard. La Femme troisième avec 41 points et un match en retard. Donc le FC Floréal est quatrième avec également 41 points et un match en retard. Donc le GIF est cinquième avec 35 points et un match en retard. Donc Casablanca est sixième avec 34 points. Et les trois derniers, donc 8e le Marron Futsal avec 27 points, 9e le FC Saléen avec 16 points, autant pour moi, et le 10e le Éveil de Carabin avec 14 points. Donc ce match entre le GIF et la Relève montinoise donc, devrait rebattre les cartes légèrement. Je sais que vous suivez le football à 11, vous suivez le futsal également ? Également, hein. Mais la petite surprise pour l'instant, c'est la place de leader du lac hein, par rapport au grand favori, la Relève, la Montinoise. Mais on note que cette année, les choses vont bouger. Hein. Bon, ça va changer un peu, mais la Relève qui a tellement dominé, même si Lionel Victoire et ses partenaires n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais pour l'instant, les Joséphins font la course en tête. C'est bien pour la discipline, hein, pour qu'il y ait du piment, pour qu'il y ait du piment. Hein, ça. Comme je dis, cela ne veut pas dire que le Lac soit champion de la Martinique de futsal. Mais quand même, la Relève sait cette année qu'elle aura un autre adversaire encore. Hein. Il y avait les Gladiators de Floréal. Il n'y a pas que il y a le Lac, il y a la Relève de la Montinoise, mais aussi la Femme. Et il y a le FC Floréal également. Oui, c'est ça. Même le Cosmos aussi peut jouer tout bluffé. Donc ça veut dire que c'est un championnat pimenté, très pimenté. Absolument. Tant mieux. Et nous aimons le piment. Ah, tout à fait. Clément surtout, je sais qu'il aime beaucoup le piment du futsal. Ah oui, c'est spectaculaire, c'est bien. Jean-Luc Bilan, c'est vrai que les entraîneurs que j'avais invités à mon émission, je leur posais la question, est-ce que ça les gênait qu'un joueur qui joue au football à 11 joue au futsal ? Si vous étiez entraîneur, est-ce que ça vous dérangerait ? Eh oui, tout à fait. Parce que j'ai constaté aussi depuis quelques années qu'on a de plus en plus de joueurs. Il y a ceux qui ont la double licence. Il y a ceux qui ont la possibilité d'évoluer à 11 ou encore en futsal. Mais il y a d'autres qui abandonnent le foot à 11 pour le futsal. Hein. Je ne sais pas si vous avez... Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas moins d'exigences en futsal? Ce n'est pas question des créneaux d'entraînement, mais j'aurais dit non, même s'ils ont limité. Hein. Ils ont limité c'est 3 joueurs de foot 11 qui peuvent évoluer en futsal. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs, je côtoie beaucoup d'entraîneurs qui ne sont pas favorables à ça du tout. Il y a beaucoup qui ça ne dérange pas non plus. Au contraire, qui disent que jouer au futsal permet à ces joueurs de... Oui, tout à fait. Mais des fois, les joueurs jouent beaucoup de matchs. Des matchs de futsal, plus les matchs de... sans genre de blessures, des baisses physiques. C'est quoi, Clément? C'est ça. Oui, effectivement, mais bon. Ça génère beaucoup de
de problème chez certains joueurs. Oui, c'est génial. Ce ne sont pas les mêmes appuis. Oui. Physiquement, ce ne sont pas les mêmes appuis, ce ne sont pas les mêmes entraînements. Donc, quand vous avez des joueurs qui vont répéter à la fois des efforts, aussi bien en foot à 11 et ensuite en futsal, alors que les appuis ne sont pas les mêmes, les terrains ne sont pas les mêmes, ce sont des facteurs aggravants en termes de blessures. Et que vous devez le savoir aussi, il y a toujours des bonnes troisième mi-temps. Et bien arrosé comme au rugby, les gens aiment ça quand même. C'est convivial, hein? C'est convivial. Oui, c'est convivial. Mais c'est convivial. C'est quand même du sérieux parce que les équipes qui viennent jouer au futsal viennent pour gagner leur place, hein, viennent pour se qualifier pour les playoffs. Hein, oui, attention, hein. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration. Hein. Ah non, même les derniers. Les Valleux Carabins, par exemple, qui perdaient tous ces matchs sur les gros scores. Et ils ont fait match 3-3 contre, appelez-moi Philippe. Oui, donc 3 partout, donc les Veilles de Carabin contre Casablanca. Et en plus, les Veilles de Carabin se déplaçaient sur le terrain de Casablanca. Casablanca qui est une très bonne équipe aussi, hein, qui peut prétendre au titre de champion. Hein, attention. Hein. Voilà, donc on va du côté du volley. Bien sûr, on garde, puisqu'il paraît-il qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc, nous allons commencer par les dames. Donc, le volleyball club pilotin, le match entre volleyball club pilotin et le Good Luck a été reporté. Et donc, l'espoir a donc à Saint-Luc, l'espoir a battu le RC Arlésien sur le score de 3-7-1, ce qui donne au classement donc en tête l'espoir de Saint-Luc avec 12 points, devant le RC Arlésien avec 4 points, en compagnie du Good Luck avec 4 points également. Le volley club pilotin suit avec en 4e position. La mairie sportive reste avec 0 points. Ça, c'était pour la poule A. Pour ce qui est de la poule B, donc le rayon de Petit-Anse a battu le Starball Club 3-7-0 aux Anses d'Arlay. Et au lycée de Torail, le pôle a battu l'entente FEP. A été battu. A été battu. Pardon, c'est pas ce que je vois sur le papier. Donc l'entente FEP Mounizy-Éclair a battu le pôle 3-7-1. Donc, ce qui donne au classement, donc le rayon de Petit-Anse en tête de cette poule B avec 12 points, devant le FEP Mounizy, deuxième avec 9 points. Troisième, le Starball Club avec 5 points. Quatrième, l'Empire avec 3 points. Et le pôle ferme la marche avec un seul point. Donc nous allons regarder de ce qui se passait du côté des messieurs. Donc aux Anses d'Arlay, donc le rayon de Petit-Anse a battu le RC Arlésien 3-7-1. À Saint-Luc, l'Espoir a battu le Good Luck 3-7-2. Et au campus de Ciel-Cher, le Martinique Université Club a battu l'Empire 3-7-2. Ce qui donne au classement en tête l'Espoir de Saint-Luc avec 14 points, devant le Good Luck avec 10 points. Troisième, le rayon de Petit-Anse. Quatrième, donc le RC Arlésien avec 3 points. Cinquième, le Martinique Université Club. Sixième, l'Empire avec 2 points. Et la JS franciscaine ferme la marche avec 0 points. Jacques Belens, vous suivez le volley également? Oui, mais je suis pratiquement tous les sports. Tous les sports. Je suis comme le président du CITOSMA. Je ne suis pas président du CITOSMA, mais je suis tous les sports. Oui, le volleyball, j'étais aux Anses d'Arlay justement. Pour le matin, j'ai côtoyé quand même les dirigeants du rayon. Ils m'ont dit qu'ils sont prêts à réussir le doublé cette année. Donc, vous allez me dire si c'est la meilleure équipe, en matière de recrutement, si cette équipe s'est bien renforcée. Mais en tout cas, on sent, en traversant l'avion, on sent que c'est une ville ça vit, aux Anses d'Arlay, ça vit le volley. Ça vit vraiment le volley à fond. La preuve, le football est out. L'équipe de football a déclaré forfait général. Je veux dire que c'est le volley. Et je suis de près, effectivement, et les scores sont logiques. Les scores enregistrés sur le week-end sont tout à fait logiques. Mais c'est dommage, Clément, que le volleyball ne redémarre pas vraiment de façon sérieuse du côté de Grand-Rivière au Macouba. Ouais, ça me manque pour le Grand Nord c'est vrai, le Grand Nord qui est pratiquement absent au matière de volleyball. Donc, je me disais que Grand-Rivière au Macouba, c'était des tiers de volley. Il faut dire que les jeunes qui sont à Grand-Rivière ont tendance à partir, donc il n'y a pratiquement pas de jeunes à Grand-Rivière, donc c'est une des raisons qui fait que le volleyball ne puisse pas continuer à Grand-Rivière. Mais je pense que d'ici quelques années, ça pourrait reprendre. Mais un mot sur le volley? Le volley, c'est avec plaisir que je vois que les équipes continuent à jouer, avec toutes les difficultés que traverse le volley, la Ligue de volley de manière générale, ce qui prouve que quelque part,
Quand on est passionné, on arrive toujours à trouver les bonnes solutions pour s'en sortir. Et puis j'espère que 2024 permettra au volley de sortir de cette crise, de pouvoir mettre en place une ligue avec notre organisation, une nouvelle organisation, pour pouvoir permettre de repartir en avant. Parce que c'est vrai que ça n'était pas toujours évident. Donc c'est tout le mal qu'on va leur souhaiter pour cette année 2024. Bon, Président, c'est vrai que la nuit des champions, ça y est, c'est fait, on doit dire tranquillement. Alors, il y a une autre grande manifestation qui va se dérouler ici en Martinique, c'est la flamme olympique. Alors, il semblerait qu'on a déjà les noms des porteurs des flammes. On a quelques noms des porteurs des flammes. On a plusieurs noms. Le problème que nous avons, c'est que comme les invitations arrivent de manière individuelle, les confirmations arrivent de manière individuelle, et que Paris 2024 ne nous donne pas une liste précise, donc on apprend par la presse en fonction les uns et les autres qui font leur communication, qui font leur publicité. Donc là, nous avons une réunion demain avec la 7e et les différentes villes partenaires et les autres partenaires justement pour l'organisation. Nous avons des réunions régulières. Donc c'est un point qui, je suppose, va être abordé. Donc comment arriver à mettre en place une communication qui soit cohérente pour l'ensemble des porteurs de la flamme, puisqu'il y a quand même plus d'une 50aine de porteurs, puisqu'on entend du tout et du... Voilà. Donc, comment ils ont été retenus, ces porteurs de flammes? C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout d'abord une campagne de recrutement au niveau national pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire où tout le monde s'inscrivait sur le site de Paris 2024 en disant pour X, Y, donc avec une petite présentation, je souhaite être porteur de la femme, pourquoi et comment et quelles sont mes raisons. Donc, et ensuite, il y a des porteurs qui ont été désignés par Paris 2024, en particulier certains sportifs de haut niveau et d'autres. Les autres qui ont été désignés par les villes partenaires, la 7e, les villes partenaires, par le mouvement sportif, par certaines fédérations et puis par les partenaires, BRED, CMA, CSGM, la Caisse d'épargne, etc. Les grands partenaires ont eu en tant que partenaires également la possibilité de désigner des porteurs qui étaient souvent au sein de leurs entreprises. Donc ça fait plusieurs canaux et tout étant chapeauté par Paris 2024. Quelles sont les villes et les sites qui ont été retenus? Alors, les villes retenues, donc, dans l'ordre, Saint-Pierre à double titre. Saint-Pierre parce que le parcours de la flamme va démarrer à Saint-Pierre par un lever de soleil sur la montagne Pelée et les Pitons. Ensuite, une ville traversée qui va être le Lamentin, la passe de l'Écurie pour mettre en avant les Yoles, Sainte-Marie, donc ville plus Tombolo, Saint-Esprit avec un parcours particulier, c'est-à-dire un relais collectif qui là sera porté par la Ligue de basket, puisqu'en fait les relais collectifs sont des relais sportifs et au niveau national, les sports ont été disséminés par département. La Martinique a hérité du basket, donc ça va être plusieurs autour du porteur qui a été désigné, donc plusieurs porteurs, plusieurs joueurs de basket, donc qui vont l'accompagner. Après, donc retour à Saint-Pierre à nouveau pour la traversée de la ville. Ensuite, le Morne-Larcher, les Pitons du Carbet, Shelcher, à nouveau Cap 110 et enfin l'arrivée avec un apothéose à Fort-de-France. Donc toute une journée de manifestation avec pour chacune des villes traversées des animations tout au long de la journée. Donc les villes auront bien sûr le loisir et le plaisir de dévoiler aux uns aux autres le détail des manifestations qui seront mises en place, quoi. Et c'est à la fois une fête pour l'ensemble de la Martinique et au-delà, puisque nous, au niveau du comité olympique, nous aurons sur cette manifestation une réunion du comité exécutif de la CANOC, donc qui est l'association des comités olympiques de la Caraïbe, avec un certain nombre de présidents de comités olympiques de la Caraïbe qui seront présents en Martinique, parce que quelque part, ils nous disaient la chance que nous avions, parce que l'un de leurs regrets, c'est que pendant
les Jeux Olympiques de Londres, la Caraïbe était complètement oubliée au niveau du parcours de la flamme. Donc, on aura quelques-uns parmi nous sur une journée de travail en particulier sur comment mettre en place les éléments de coopération avec la Caraïbe. Elle sera quand en Martinique, cette flamme? Le 17. Elle arrive la veille au soir de Guadeloupe, par bateau. Et ensuite, le 17, ce sera Le 17 juin, c'est ça? Le 17 juin. Le 17 juin, ce sera la journée. Alors ouais, je tiens à préciser que justement, parmi les basketteurs qui ont été retenus, il y a le jeune Lucas Duféal, Oui. qui a été tout récemment sacré champion d'Europe des moins de 20 ans avec l'équipe de France et qui avait fait une finale très très brillante en défense avec un record avec 4 comptes dans une finale, ce qui est absolument exceptionnel. Donc Lucas Duféal qui est aussi... Qui va être le porteur de la flamme. Qui va être le porteur de la flamme et qui en ce moment joue en Pro B du côté de Vichy. D'ailleurs, c'est très symbolique de voir que c'est le club qu'avait choisi, donc le très regretté Saint-Angevin-Bob, quand il était parti en France il y a déjà une bonne quarantaine d'années, presque 5 ans. Oui. Donc, et là, quelque part, donc, si Lucas Duféal revient dans le club qui a formé Saint-Angevin-Bob, c'est aussi chargé de symboles. Jean-Luc, vous avez aimé porter la flamme olympique? Oui, tout à fait. Comme beaucoup d'autres, oui, tout à fait. Ça a été un honneur, puis c'est valorisant, c'est bien. C'est bien. C'est un honneur. Mais je n'aurai pas cette chance, rassurez-vous. Alors, nous avons eu la chance au niveau du comité olympique d'avoir un de nos salariés qui va être porteur de la flamme. C'est bien. Donc, notre chargé de mission, Jean-Louis Zébina, qui est aussi un sportif, puisqu'il fait du canoë-kayak. Ah, c'est bien. Et voilà, et qui a été désigné parmi l'un des porteurs de la flamme. Et c'est vrai que tous les sportifs rêveraient. Oui. Et on s'en a fierté du président, d'avoir un membre de son staff qui portera la flamme, qui représentera le CETOSMA. C'est important. Vous restez avec nous, on va du côté du cyclisme, puisqu'il y avait une compétition qui s'appelait le Trophée des jeunes bétitistes. C'est la JC 321 qui organisait cette compétition. On va voir quelques images et des photos de notre ami José Edon. Nous saluons. Allez, les mecs, t'entends pas à l'intérieur. C'est bien, mon gars, là. Le U13 qui a perdu son bidon, qui est de récupérer à la table du commissaire. Allez Zo, allez Lola. Oui, les partenaires de la JC des centres techniques, Énergie, Transport Couturier, le 10 de pompiers. On a également Mileco, le JC des centres 31 et bien entendu la ville a eu Robert. Non, mais tu dis dans leur cours. Elle n'avait pas de mécanique. Ah, ok, merci. J'attendais de ton information. Allez, Nana. Nana, viens passer. Allez, ma puce, allez, c'est bien.
Allez, So, allez. Allez, là. Le grand merci à nos partenaires de la Marie-Noël. Alors, il va récupérer pour son coéquipier qui n'est pas là. Lui, voilà pour la technique. Voilà, très bien. Alors, on va commencer par lui. Pierre, mets-toi là. Non, il va récupérer pour son coéquipier qui n'est pas là. Donc, c'est une médaille que nous remet Madame Lilor. Voilà, adjointe à la ville de Robert. Ben non, mais vraiment là. Ensuite, je vous rappelle, la médaille revient donc à Bode Anarous, Ulysse de Mana Bikers. Et lui va récupérer pour son camarade Mine Elan de la pédale pilotine, s'il vous plaît. On applaudit, voilà, on va jouer le jeu, hein, merci encore. Voilà, donc c'était les jeunes. Vous avez donné les résultats déjà? Donc il y a deux classements qui sont disponibles. Donc chez les U15, chez les U15 féminines. Donc en première position, donc Alicia Gouadné devant Eva Macabre, Yasmina Pourla, Eliana Jacques et Zoa Lanois. Et donc chez les seniors, victoire de Dylan Jacques devant Michael Stanislas en personne et Axel Zameo. Et chez les femmes, il me semble que c'est Béatrice Péronette qui gagne chez les femmes. Donc, on n'avait pas tous les résultats. On n'avait pas tous les classements, alors merci pour les classements complémentaires. Président, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Qu'est-ce que le CETOSMA nous propose d'autre cette année comme manifestation? Pour manifestation, nous aurons toujours le traditionnel, la caravane des sports qui va être avancée du coup par rapport au jeu. Donc mais je pense, et puis la plage c'est à nous. On va voir comment on va allier les deux. C'est mettre également en avant et en initiation tous les sports liés à la plage et liés à la mer, parce que il y a beaucoup de disciplines aujourd'hui qui se déclinent sur la plage et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est également pour mettre un focus dessus. Donc ça va être. C'est vrai qu'avant il y avait le beach volley, mais maintenant il y a. Ah oui, il y a tennis volley, basket volley, rugby volley, lutte, voilà. Tout c'est beach à présent. Donc même avec pour certains des règles différentes. Par exemple, on parle du foot, du beach foot. Et aujourd'hui, avec des règles en particulier pour les gardiens qui sont complètement différentes. Ah oui, le gardien, quand il relance, il n'a pas le droit de relancer à la main, il relance au pied. Ou jonglons, etc. Donc, ce sont des règles particulières. Mais voilà, ça va être essentiellement ça. Et puis on continue à mener les grands dossiers, en particulier celui qui aujourd'hui nous occupe. C'est comment arriver avec à avoir une influence sur le coût des billets d'avion. Permettre au monde sportif d'avoir des tarifs plus intéressants en mettant autour de la table l'État, la CTM, les compagnies aériennes, pour voir comment, ensemble, on peut jouer sur les prix. Déjà un coup de chapeau à la sénatrice Catherine Conconne qui a réussi à nous avoir une dotation exceptionnelle de 2 millions d'euros pour cette année pour l'ensemble des ultramarins. Donc, maintenant, nous, on va voir sous cette répartition la somme qui sera allouée pour la Martinique. Maintenant, et puis ensuite, on a encore des réunions de travail pour voir comment répartir et comment faire cette répartition sur le terrain. Donc, les choses avancent. Donc, j'étais en contact encore avec des compagnies aériennes, aussi bien locales qu'extérieures, puisque nous avons également des équipes qui se déplacent sur la Caraïbe. Donc, voir comment on peut arriver à mettre en place des accords, des partenariats pour nous permettre d'avoir des tarifs de déplacement dans les deux sens qui soient beaucoup plus abordables, malgré la crise. C'est vrai que ça fait beaucoup, Président, hein, quand on a les jeunes, les seniors, qui se déplacent pour disputer des tournois ah oui. en Europe. Aujourd'hui, nous avons fait une estimation aujourd'hui au niveau de déplacement. Les ligues seulement sont à plus de 1 million en termes de volume de déplacement. Et quand on rajoute les clubs et associations, on est plus de 3 millions par an de billets d'avion. On doit être l'un des plus gros opérateurs du transport aérien.
C'est vrai que vous aussi, vous avez connu des déplacements comme ça avec le réveil sportif, je me sens. Pour le passé, oui, beaucoup. Mais on avait quand même beaucoup de soutien des collectivités. Donc ça allégeait quand même les charges du club. Hein, c'est ça. Mais parce qu'il y a toujours l'accompagnement quand même des collectivités. Il y a toujours l'accompagnement. Maintenant, il faut que ça soit le plus efficace parce qu'aujourd'hui, avant, on se déplaçait sur la Guadeloupe à 100 et quelques euros. Maintenant, un billet Fort-de-France Pointe-à-Pitre à 400 euros dans certains cas. Sérieux? Sérieux. Oui. Les moins chers, c'est pratiquement 204 euros. Les moins chers, c'est 200 et des poussières. Là, j'hallucine. Franchement, j'hallucine. Et ça. Ben, je crois qu'on arrive au terme de notre émission, messieurs. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Jean-Luc? Jean-Hugues. Vous remercier de l'accueil ici à Zouk TV. Et puis, je ne souhaite qu'une chose, vous revenir. La porte est grande ouverte. Hein. Vous venez comme vous voulez, au contraire, ça nous arrange. Je vous remercie. Et puis, Président, portez-vous bien. Merci. Merci Clément, merci à toute l'équipe. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour parler sport. Alors, j'avais une dernière question au président. Dernièrement, je crois aller à la télé, une émission à la télé, et il y a un psychiatre qui disait qu'il fallait ouvrir les écoles le week-end pour permettre aux jeunes de jouer dans les cours. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que plus on peut ouvrir des lieux de pratique, mieux c'est. Aujourd'hui, c'est vrai que l'activité physique est quelque chose de primordial. Et même si au niveau de... on dit qu'il faut plus de 2 heures de pratique par jour d'activité physique. Ouvrir les écoles le week-end permettrait d'avoir des espaces supplémentaires permettant une pratique dans de meilleures conditions. On a essayé de le faire avec le positionnement des pôles dans les lycées. C'est compliqué. Mais bon, c'est un travail. Aujourd'hui, le président de la République a décrété que le sport va être cause nationale en 2024. La ministre des Sports de l'époque, qui est maintenant également ministre de l'Éducation, a mis en place tout un plan pour développer le sport à l'école et la pratique du sport à l'école. Donc on verra dans les décrets d'application les possibilités qui nous seront offertes. Mais bon. Vous en pensez quoi, Jean-Hugues? Jouer le dimanche, permettre aux jeunes de jouer le dimanche. C'est une bonne chose parce que on voit plus les enfants jouer comme avant. Quelquefois, ils n'ont pas d'espace. Ils sont souvent les bailleurs sociaux ont construit des logements, ont oublié de mettre des aires de jeu à disposition des enfants qui sont dans les cités. Donc, aller à l'école et puis faire du sport dans la cour de l'école, pour moi, ça fait des petits souhaits. Des souhaits, que ce soit tous sports confondus. On peut détecter là des athlètes, des futurs athlètes, des futurs handballeurs, des futurs basketteurs, encore footballeurs. Pour moi, ça aurait été une bonne chose. Philippe, vous qui êtes enseignant, vous êtes ça aurait été une bonne chose, mais ça pose quand même beaucoup de problèmes. Savoir qui encadre, qui surveille. Comment aussi assurer la sécurité des personnes qui viendraient le week-end, parce qu'il faut savoir que des fois, autour des établissements scolaires, il y a de graves problèmes de sécurité, des gens qui ont pris l'établissement scolaire comme étant leur lieu de vie, comme étant leur lieu pour faire leurs petites affaires, etc. Donc, c'est un véritable problème de société. Président du CETOSMA, ça vous interpelle, ça? Bien sûr, on connaît. C'est pourquoi je dis qu'en fait, régler ce problème est une organisation multifactorielle dans le cadre de la politique de la ville. Ça veut dire qu'il faut également donner des occupations à tous ces publics défavorisés. Et puis c'est vrai que si l'école est occupée par de la pratique sportive encadrée par les associations et clubs, du coup, je dirais, les autres nuisances régressent. Parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a de l'animation, parce qu'il y a des parents, et que les communes s'investissent également pour mettre en place une sécurisation des espaces. Si les espaces sont occupés, derrière, vous savez, la délinquance qui est autour s'éloigne. Mais c'est une démarche globale, pas juste le monde sportif, mais avec les collectivités, avec l'État, pour mettre en place quelque chose aujourd'hui qui fonctionne. Parce que dans les cités, bien souvent, s'il y a du sport, de l'animation, ça permet aux jeunes d'avoir une activité, de ne pas rester désœuvrés sur autre chose.
Nous sommes d'une génération qui sait quel a été le rôle social et sportif qu'a joué la cour Périnon. Si jamais chaque établissement scolaire pouvait être une cour Périnon, ce serait magnifique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Joël, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes... vous parlez du sport. Je suis un amoureux de tout sport. Merci, Wally Merrill. Vous Merci, êtes président Clément. du CETOSMA et vous organisez, rappelez-le nous. La nuit des champions. Le 2 février, vendredi, Au Grand Carbet. au Grand Carbet. Soyons à l'heure. Merci, Philippe. Comme d'habitude, c'est moi qui te remercie, Clément. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.